Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. La reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara s'impose comme une réalité incontestable soutenue par une large communauté internationale. Le Danemark vient de rejoindre les différentes capitales du monde qui soutiennent le plan marocain d'autonomie comme une seule solution sérieuse et crédible pour le règlement du conflit. Le tourisme au Maroc est en plein essor. TUI, l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur, a choisi Marrakech pour la tenue de son Senior Leadership Team Meeting. Le groupe allemand entend renforcer sa présence au Maroc et contribuer à la dynamique d'investissement que connaît le royaume. En fin de journal, nous quitterons sur des airs de fado avec la chanteuse portugaise Mathilde Cid. L'artiste s'est produite hier soir au Théâtre National Mohamed V de Rabat dans le cadre de la 7e édition du Fado Festival Maroc. L'événement parcourt chaque année 18 grandes villes d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Le Maroc continue d'engranger les soutiens à l'international au sujet du Sahara marocain. Pas plus tard qu'hier, le Danemark, en soutien à l'autonomie sous souveraineté marocaine, n'a pas manqué de souligner son appui au plan marocain d'autonomie. Copenhague emboîte ainsi le pas. Un bon nombre de capitales mondiales signent que l'adhésion de la communauté internationale à la première cause nationale ne cesse de grandir. Une dynamique portée par une diplomatie royale agissante et proactive. Sophia Fegelout. Il est en pleine ascension, propulsé par une diplomatie des plus dynamiques. Le soutien international à la marocanité du Sahara est une machine qui ne s'arrête pas. La communauté internationale choisit donc de se conformer à la légitimité imposée par les lois, mais aussi par l'histoire, plusieurs fois centenaire. Le message est limpide. L'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine proposée en 2007 constitue la seule voie vers une paix durable et un développement dans la région. Justement, dans les provinces du Sud, ces soutiens se concrétisent. Des représentations diplomatiques ouvrent leurs portes à Laayoune et à Dakhla. Une trentaine d'ambassades et de consulats généraux. C'est que l'initiative marocaine convainc. La liste des alliés est longue, elle dépasse les 100 pays. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Finlande notamment. Et depuis hier, le Danemark. Aujourd'hui, la diplomatie marocaine réalise une nouvelle percée dans les pays scandinaves à travers le soutien du Danemark au plan d'autonomie. Ceci arrive dans un contexte de soutien de ce pays européen important à l'initiative atlantique. Le Maroc et le Danemark sont à présent décidés à renforcer leur coopération dans les domaines des énergies renouvelables et la logistique. Des domaines de coopération prometteurs sur fond d'une diplomatie efficace, fruit d'une vision royale stratégique qui a fait de la question du Sahara marocain un baromètre de la solidité des relations. Un pari que le Maroc aborde avec sérénité, conscient du poids des alliances stratégiques. Un positionnement qui fait du royaume un acteur respecté et influent sur la scène régionale et internationale. Ce sont des reconnaissances successives qui confortent la marocanité du Sahara. Et ces reconnaissances sont une étape qui couronne beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il y a une dynamique mondiale et une unanimité autour du fait qu'il n'y a aucune issue possible sans le plan marocain d'autonomie. Un plan réaliste et réalisable, un plan durable et prometteur qui a convaincu. Il a trouvé écho dans les capitales mondiales, dans les instances onusiennes, jusque dans les organisations régionales. Avec cette seule et même voix, le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. Direction Malabo en Guinée équatoriale où s'est clôturée la 11e réunion consultative de l'association des Sénats, Shura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe. Lors de cet événement, le président de la Chambre des conseillers a appelé au renforcement de la coopération et de l'action arabe africaine en vue de faire face aux défis communs et multidimensionnels liés notamment au développement et à la conjoncture dans les deux régions. Dans son allocution, Naïm Miara
Rama a affirmé que les défis actuels nécessitent des initiatives adéquates au détriment des formes traditionnelles de coopération devenues incapables de répondre aux besoins croissants des peuples dans le monde arabe et en Afrique. Le monde célèbre la journée du tourisme, une célébration placée cette année sous le signe de la promotion et de la paix. Oui, parce que le tourisme peut contribuer au bon vivre ensemble et à la compréhension mutuelle à l'échelle mondiale. À cette occasion, jetons un petit coup d'œil sur certains indicateurs du tourisme au Maroc. La destination Maroc séduit, les arrivées touristiques ont atteint 11,8 millions de personnes à fin août 2024, soit 1,6 million d'arrivées additionnelles selon la direction des études et des prévisions financières relevant du ministère de l'économie et des finances. Concernant les recettes touristiques, elles se sont renforcées de 9,5% au premier mois du troisième trimestre 2024. Agadir fait partie justement des destinations du royaume qui ont le vent en poupe. Cette année, la capitale du Souss a dépassé les 4 300 000 nuitées. Une belle performance portée par ses multiples potentialités. Un climat tempéré, des plages fabuleuses et arrière-pays riches. Autant d'atouts qui séduisent les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Reportage Samir Barka, Ali El-Cheb, ou plutôt Abdelhadi El-Cheb. Le récit est signé Marie Aouet. Des hôtels aux allures de villages de vacances, des maisons d'hôtes un peu plus intimistes, des aires de jeu aménagées, une offre gastronomique des plus variées et une baie parmi les plus belles au monde. Agadir offre aux touristes la promesse d'un séjour inoubliable, une destination privilégiée qui compte de nombreux adeptes. Ça fait la 5e fois, donc pas dans le même hôtel bien sûr, et les gens sont agréables, la sécurité, donc c'est très important, ce que j'ai remarqué autour. Les souks sont à faire, j'ai fait Taroudan, j'ai fait Saboura. Agadir est une destination particulièrement appréciée par les touristes, car il y a plein de choses à faire et à découvrir, et les gens sont tellement hospitaliers et généreux que c'est un plaisir d'être ici. Agadir, une cité culturelle, riche de sa Kasbah Oufella et de ses 5 siècles d'histoire. Agadir est son téléphérique devenu emblème de la cité. Avec sa médina millénaire, son crocoparc et ses festivals, la ville se mue en une mégapole cosmopolite qui attire chaque année plus de 1,5 million de touristes par an. La destination que je choisis cette année, de venir à Agadir, aussi pour découvrir cette ville que j'adore énormément parce qu'en fait, il y a un mélange entre le soleil, la plage et le désert. Et en fait, la région, j'aime bien beaucoup. Après, parce que voilà, j'ai pas mal des amis qui m'ont parlé de la culture. Nous constatons une forte hausse du tourisme et cela se remarque sur les taux de réservation et le taux d'occupation des structures hôtelières de la région. À titre d'exemple, nous avons dépassé les 4 330 000 nuitées, soit 75% de plus par rapport à l'année dernière. Riche de sa renommée et de son hospitalité légendaire, la destination Agadir ne cesse de séduire les touristes du monde entier. Un filon qui n'a pas échappé aux compagnies aériennes qui ont ouvert 36 nouvelles lignes low cost en 2023 et 2024. La dernière reliera Agadir et Lille à partir du mois de novembre prochain. Tourisme toujours, le groupe allemand TUI, un des groupes de tourisme les plus importants au monde, tient son Senior Leadership Team Meeting à Marrakech. Ce voyagiste allemand entend renforcer sa présence au Maroc et contribuer à la dynamique d'investissement que connaît le pays. Tout cela au moment où le Royaume cherche à se positionner comme l'une des 15 meilleures destinations au monde avec un objectif de 26 millions de touristes d'ici 2030. Mohamed Hassan Meskour, Amina Allam et Zakaria Moqimbillah.
De nouvelles perspectives de développement du groupe touristique allemand TUI au Maroc. Pour son Senior Leadership Team Meeting tenu à Marrakech, ce groupe leader dans le secteur du tourisme et du transport aérien affiche sa volonté de renforcer sa programmation au Maroc. Une orientation en droite ligne avec l'accord historique signé avec l'Office national marocain du tourisme en 2023. C'est un événement très important pour nous et c'est encore mieux que nous le fassions à Marrakech parce que j'aimerais que tout le monde dans l'équipe sache l'affection que nous avons pour le Maroc et pour cette ville en particulier. Donc nous sommes vraiment heureux d'être ici pour façonner notre avenir et la partie importante de cet avenir sera d'accompagner notre clientèle au Maroc. Nous nous sommes réunis pour parler du futur. Nous avons un plan de transformation qui actuellement est en train de se développer, donc il était important pour nous de pouvoir tous nous retrouver et parler futur. Et quoi de mieux que de choisir ce beau pays, cette belle destination qu'est le Maroc. Organisé pour la première fois en dehors de l'Europe en partenariat avec l'ONMT, le congrès rassemble plus de 200 hauts cadres du groupe TUI. Le ministère de tutelle entend capitaliser sur de telles collaborations pour booster le secteur. Notre gouvernement continuera à soutenir des investissements stratégiques et des collaborations avec des partenaires exceptionnels et des groupes tels que TUI, surtout dans le contexte de l'essor que connaît le tourisme dans notre pays. Et puis, il ne faut pas oublier que des grands événements sont attendus en 2025 et en 2030. Preuve de cette dynamique, le Royaume a enregistré au cours des 8 premiers mois de cette année un record de 11 800 000 touristes avec une augmentation de 1 600 000, soit plus de 16% par rapport à 2023. Le Maroc voudrait se positionner parmi les 15 meilleures destinations au niveau international avec un objectif de 26 millions de touristes d'ici 2030. Nous allons au Proche-Orient. La guerre entre Israël et le Hezbollah risque d'embraser toute la région. Israël poursuit sa campagne de bombardement pour affaiblir le Hezbollah dans le sud et l'est du pays. Bombardements qui ont fait plus de 700 morts, dont de nombreux civils selon les autorités libanaises. Le Hezbollah poursuit également ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël. Le secrétaire américain à la Défense a mis en garde contre une guerre totale qui serait dévastatrice pour Israël et le Liban. Face à l'escalade militaire qui menace d'entraîner le Proche-Orient dans la guerre, les États-Unis et la France, rejoints par de nombreux pays occidentaux et arabes, ont lancé un appel à un cessez-le-feu de 21 jours, appel rejeté par Israël. Au dossier intempéré, l'ouragan Hélène, classé comme extrêmement dangereux, a touché terre hier soir dans l'État américain de la Floride. Avec des rafales d'une rare violence, les vents ont soufflé atteignant plus de 225 km/h. 4 personnes ont péri lors du passage de l'ouragan qui s'est affaibli pour devenir une tempête tropicale, laissant dans son sillage des routes et des maisons inondées. 1 million de foyers sont privés d'électricité en Floride. L'état d'urgence a été imposé dans presque la totalité de l'État. Les stades de football en Europe perturbés à nouveau par des incidents racistes en tribune. Un supporter du club espagnol de Majorque a été condamné hier à 1 an de prison et 3 ans d'interdiction de stade pour avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior, star du Real de Madrid, et de l'ancien joueur de Villarreal, Samuel Chukwueze. Il s'agit de la 3e condamnation pénale prononcée ces derniers mois pour des insultes racistes à l'encontre de joueurs du Real Madrid, en particulier Vinicius Junior, victime de nombreux incidents du même type dans plusieurs stades depuis son arrivée en Espagne en 2018. Le recensement général de la population et de l'habitat 2024 se poursuit. Plus que quelques jours encore pour que le processus de collecte des données prenne fin. L'opération connaît une forte mobilisation des équipes de recensement et un engagement sans faille des différents services et institutions concernées afin de réussir cette opération à portée stratégique. Réalisée en application des hautes instructions royales et en conformité avec les recommandations de la Commission statistique des Nations Unies, le recensement général de la population et de l'habitat revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.
Et pour faire le point sur cette opération de recensement, nous accueillons Madame Aïcha Mourchid. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du département au Centre de recherche et études démographiques au Haut-Commissariat au Plan et vous êtes aussi superviseur central du recensement et de l'habitat. Oui. Alors, ma première question, comment se déroule ou s'est déroulée cette opération qui va bientôt prendre fin et qui en est donc à sa dernière phase ? Tout d'abord, merci pour l'invitation et je remercie ainsi l'OLA pour l'accompagnement de cette opération nationale de grande envergure. Aujourd'hui, le 27 septembre, comme vous le savez, la phase de la collecte des données de recensement est presque achevée. À ce stade, toutes les équipes sur le terrain sont investies dans l'accomplissement des dernières missions, notamment le contrôle de la qualité et l'exhaustivité des données. Alors, Madame Mourchid, comment les données sociodémographiques seront-elles utilisées après, bien sûr, la fin de la collecte de ces données ? Oui, permettez-moi d'abord de préciser ou de rappeler que la collecte des données a été faite en se basant sur deux questionnaires. Un questionnaire court destiné à l'ensemble des ménages et un questionnaire long destiné à 30% des ménages. Cet échantillon est représentatif et permet d'avoir des résultats précis à toutes les subdivisions administratives et les informations seront d'une grande utilité et permettront d'évaluer les programmes et les politiques mis en place pendant la période intercensitaire et permettront aussi d'asseoir les programmes d'avenir. Et puisque l'utilisation de la répartition de la population légale par unité administrative permet aux décideurs de déterminer ou d'identifier les besoins totaux de la population par unité administrative et en particulier la connaissance de la répartition de la population par grand groupe fonctionnel d'âge permet d'identifier les besoins spécifiques à chaque groupe d'âge. Par exemple, les enfants en âge scolaire ou bien les personnes en âge d'activité, comme à titre d'exemple. Alors, ma dernière question, Madame Aïcha Mourchid, quels sont les principaux défis identifiés par le recensement général de la population et de l'habitat ? Effectivement, les données de RGPH, ça veut dire le recensement de la population de l'habitat, permet de suivre les changements démographiques et d'identifier aussi les défis. Comme vous le savez, le Maroc est dans une phase de transition avancée démographique expliquée par la baisse de la fécondité et l'amélioration de l'espérance de vie à la naissance. Ce qui fait du Maroc, il est dans une situation qui confronte plusieurs défis, dont principalement le vieillissement de la population qui est en augmentation continue. Il est passé de 13%, il est passé de 9% plutôt en 2014 à presque 30% actuellement selon les projections démographiques. Cela exerce une pression sur le système de la santé et sur la retraite. D'autres défis, c'est l'augmentation du nombre de ménages et l'augmentation du taux d'urbanisation. Ces deux effets exercent aussi une pression à tout le niveau, que ce soit pour l'infrastructure ou l'accès aux services de base. Par ailleurs, vu le changement démographique que connaît la démographie marocaine, notre pays possède un atout très important exprimé ou apprécié par la diminution du taux de dépendance sous l'effet de l'augmentation de la proportion de la population en âge d'actif au détriment de la population au bas âge et la population du troisième âge, ce qui constitue une fenêtre démographique qu'il faut l'exploiter pour le développement de notre population. Madame Aïcha Mourchid, merci pour toutes ces précisions. Merci. Je rappelle que vous êtes chef du département au Centre de recherche et études démographiques au Haut-Commissariat au Plan et vous êtes aussi superviseur central du recensement et de l'habitat. Merci. Merci à vous. Page musicale pour clore cette édition, nous nous envolerons vers le Portugal pour nous offrir un mélodieux voyage au rythme du fado. Au Théâtre National Mohamed V, les amoureux de ce genre musical ont assisté hier soir à un concert inoubliable donné par l'artiste portugaise Mathilde Cid. Avec sa voix chaleureuse, la chanteuse a émerveillé le public de Rabat. Maria Awad et Nourdine Sabir sont allés à sa rencontre. Sur scène, le
le destin se fait entendre comme un couperet. Musique de l'âme qui transcende les émotions. Le fado exprime la fragilité humaine et les blessures impalpables, l'amour et le déchirement. C'est un réel honneur pour moi que d'être là et d'interpréter les titres de mon dernier album. J'espère que le public pourra ressentir la force et l'émotion inhérente au fado. Introverti et intime, le fado reflète l'impalpable état d'esprit qu'est la saudade, le spleen de tout un peuple dont l'âme cicatrisée chante la patrie. Le fado exprime, il a une résonance très importante parce que il exprime aussi la voix et l'âme d'un peuple, qui est le peuple portugais. J'avais vraiment envie d'être là et d'assister à un pan de la culture portugaise. Le fado est un genre musical très intense et intéressant, car il nous plonge au cœur du patrimoine portugais, ce qui est très enrichissant. De saberlo et de conocerlo muy bien. Tel un tableau néoclassique vivant, Mathilde et Cid ondule sa voix à la manière d'un instrument de musique incarné et céleste, douce mélancolie. Voilà, on dit du fado que c'est la musique de l'âme. Avant de nous quitter, sachez qu'à partir de lundi prochain, la chaîne Oula fait sa rentrée télévisée avec quelques changements dans les horaires de diffusion des journaux. L'édition Raïsia en arabe débutera à 20h30 au lieu de 21h. Les autres rendez-vous d'information maintiennent leurs horaires de diffusion. Dahir à partir de 13h, les journaux en espagnol et amazigh commenceront à 14h, même heure, c'est-à-dire 18h30 pour notre journal en français. Et puis la dernière édition d'information à partir de 23h30. Voilà, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 18h30.